On y va? Eh bien, c'est parti. Bienvenue. L'objectif de la réunion, si tant est qu'il y en avait un, c'était un peu de vous montrer ce que c'était qu'une des majeures de l'EPITA. L'EPITA, donc, c'est une école d'ingénieurs. Chaque étudiant qui rentre à l'intérieur de l'EPITA sera diplômé en tant qu'ingénieur informaticien. Et dans le cursus, il y a un choix de spécialisation en fin de cursus ingénieur, où les gens rentrent dans ce qu'on appelle une majeure, qui va coloriser un peu leur spécialité. Voilà, c'est des ingénieurs informaticiens, plutôt spécialistes de l'IA. Elle est à Lyon, c'est ça? Ou à Toulouse, je ne sais plus. Il y a Paris, Toulouse et Lyon. Donc il y a... bonjour. Il y a 18 majeurs possibles. À la prochaine JPO, je connaîtrai le bon chiffre. Il y a 19 majeurs possibles, et c'est au choix de l'étudiant. D'accord? Et parmi ces choix-là, il y a à Rennes une majeure qui a été nouvellement créée parce qu'on la commence cette année, qui est la majeure avec une dominante cybersécurité. Et je suis, Yann Alain, donc celui qui prend en charge de conduire avec mes collègues ici présents le fait d'amener nos étudiants à maîtriser un peu cette spécialisation dans le monde de l'informatique. Mais ce n'est qu'un des choix possibles. Je vais me permettre de me présenter un peu. Donc Yann Alain, moi ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je travaille dans le monde de la cybersécurité, avec des postes assez différents, parce que j'étais responsable sécurité de groupe du CAC 40. Après j'ai monté ma société, voire plusieurs sociétés, j'en ai vendu. Et maintenant j'ai décidé de transmettre un peu ce que j'avais appris en travaillant à l'EPITA avec mes collègues. Et pourquoi j'ai pris la décision de rejoindre l'EPITA ? C'est parce que quand j'étais chef d'entreprise, quand j'avais mes sociétés, on prenait des stagiaires, des apprentis. Et tous les candidats que j'ai eus qui venaient de l'EPITA ou de l'EPITech, qui est un autre style de formation dans le groupe Ionis, étaient en fait les plus opérationnels. Indépendamment du choix qu'ils avaient fait, de leur parcours avant, etc. Parce que la pédagogie les amène en fait à travailler d'une certaine façon qu'on retrouve assez rarement à l'extérieur. Et comme je connaissais le directeur de l'école depuis 15 ans, 10 ou 15 ans, à un moment donné, il y a eu cette possibilité d'ouvrir une majeure. Il m'a dit, je cherche quelqu'un pour m'aider à monter le truc avec les collègues. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, oui, ça m'intéresse. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis en train de vous expliquer ce que c'est que cette majeure. Mais retenez que moi, l'EPITA que j'ai, enfin la vision que j'ai de l'EPITA, c'est des gens qui savent bosser et qui ont une force de travail incommensurablement plus forte que n'importe quelle autre école, dans tout le cursus que j'ai eu, moi. Ce sont des gens on leur apprend à travailler, alors j'y suis absolument pour rien, parce que moi j'arrive après cette période-là, dans la majeure, mais ce sont des étudiants qui savent très très bien régler les problèmes de manière très opérationnelle. Et donc du coup, je suis très content de participer, à continuer à faire ça avec peut-être vos enfants, sur ce domaine de la cybersécurité. Alors j'ai des activités de recherche dans le monde de la cybersécurité où je fais des choses un peu exotiques comme essayer de créer des frameworks d'attaque pour attaquer les objets connectés. Je travaille à l'heure actuelle sur une nouvelle forme de façon de faire des réseaux sécurisés, donc c'est les télécoms quantiques. Donc tout le monde connaît le quantique ou pas? Tout le monde est un spécialiste des ordinateurs quantiques, une spécialiste des ordinateurs quantiques? Moi non plus. Mais on a la possibilité, en fait, quand on est ingénieur, parce que moi je suis ingénieur d'un siècle un peu passé, d'accord? Ça fait longtemps que j'ai eu mon diplôme, donc 96. Je suis ingénieur en électronique et en informatique, et la cybersécurité, ça n'existait pas à l'époque. Donc il a fallu tout créer, tout apprendre sur le terrain. Le métier d'ingénieur, c'est ça, s'adapter aux évolutions technologiques. Et donc, parce que j'ai cette capacité à travailler sur 2-3 choses un peu innovantes, on m'appelle pour aller dans les grandes conférences de hacking dans le monde. Et donc je présente mes solutions, mes propositions, et j'échange avec la communauté du hacking, offensif ou défensif. Et en gros, il est clair de dire que je suis certes un ingénieur, mais je suis aussi un hacker. Mon boulot, c'est d'être payé pour sécuriser en avance de phase
les menaces auxquelles les systèmes d'information vont devoir faire face. Et ça paye très bien. Là, rigole pas, c'est ton boulot. Parce que là, il y a 3 étudiants, là, donc ça va être ton boulot. Donc voilà le pédigré un peu de la personne qui vous parle. Donc, RSSI de plusieurs groupes du CAC 40, ça veut dire que j'ai une certaine habitude à gérer des gros paquebots informatiques. Parce que quand vous avez 160 000 collègues qui ont tous un PC pour travailler, quand il faut sécuriser le réseau qui gère 160 000 PC, il faut avoir un peu de tactique et de technique pour arriver à faire ça correctement. Le métier d'ingénieur, c'est de maîtriser la technique et la tactique pour sécuriser ou même opérer un réseau informatique. Alors, on pourrait se dire, la cybersécurité, je pense que tout le monde entend des pubs à droite à gauche. Enfin, toutes les semaines, il y a un problème de cybersécurité. Pourquoi créer une nouvelle formation? Parce que la formation est nouvelle. L'orientation aussi est nouvelle. On appelle notre majeur Build Sec parce qu'on veut former des bâtisseurs d'un monde, enfin, d'infrastructures sécurisées. On a fait un constat avec les dirigeants de l'école, les institutions sur la plaque rennaise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la cybersécurité sur la plaque rennaise, et aussi les sociétés du coin, donc les employeurs. Et la conclusion de cette discussion, c'est qu'on a beaucoup de gens qui savent constater qu'il y a un problème de cybersécurité dans un système d'information, mais en fait, il y a très peu de monde qui savent transformer, avec ce constat, transformer un système informatique qui avait un niveau assez faible en un système informatique qui a un niveau satisfaisant face aux menaces qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et donc, l'orientation de notre majeur, c'est quoi? C'est de former des bâtisseurs de systèmes sécurisés. On n'est pas là que pour défoncer des sites web et faire du hacking. Pas que. On est surtout là pour apprendre aux ingénieurs à construire une cathédrale qui, comme celle de Chartres, tient 1500 ans, quoi. C'est ça qu'on cherche à faire. Donc le mode, ce que j'appelle réactif, en fait, est un constat d'échec. Ça marche pas bien. Enfin, alors, on va faire ça à main levée. Qui a subi au moins 3 fuites d'informations personnelles dans les derniers 6 mois? Voilà. Tout CSI là, a été géré par des gens qui faisaient de la cybersécurité, payaient une fortune, les informaticiens aussi, et pourtant on a tous subi un problème. On se trompe de méthode. En tout cas, il y a un trou dans la raquette. On essaye d'éviter ce genre de problématique avec l'orientation qu'on a prise. Donc on essaye de répondre à un besoin réel en fait avec cette formation, qui est de fabriquer des ingénieurs capables de, by design, créer des infrastructures sécurisées. Ça veut dire qu'ils vont être obligés... Ça veut dire qu'ils vont être obligés de travailler dans un environnement où une faille de sécurité, c'est quand même très très cher. Donc ça, c'est le slide qui fait peur. Mais maintenant, notre boulot, ce n'est pas juste de faire peur, c'est d'éviter qu'une société qui est une PME perde 466 000 euros quand elle a une faille de sécurité. Parce que là, son business, il tombe par terre. Notre métier en tant qu'ingénieur sécurité, c'est, au travers de nos activités de formation, c'est de former des gens qui évitent ça. La sécurité, il faut voir que c'est un squelette à part dans le monde informatique, même si la plupart du temps, les gens pensent que la sécurité, c'est une ultra-spécialisation technique, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est surtout que c'est l'essence et l'énergie même de tout ce qui peut faire le business dans le monde. Si vous avez un problème de sécurité dans un aéroport, les avions ils restent au sol. Si vous avez un problème de sécurité informatique dans un hôpital, les gens ils sont plus opérés. On l'a bien vu avec toutes les rançons qui existent à droite à gauche dans certains sites hospitaliers où les gens ont été obligés de déprogrammer un certain nombre de choses. On est donc sur un domaine d'activité technique qui influe sur beaucoup d'autres domaines d'activité technique dans l'informatique. Et pas que dans l'informatique. Et donc on est souvent amené, quand on est ingénieur en cybersécurité, à se retrouver au milieu de problèmes un peu à la fois sur le business, à la fois sur la technique, et de temps en temps,
sur des problèmes de protection de vie humaine. Ça arrive. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé sur la sécurité de cœurs artificiels. On m'a dit, il faut que tu fasses un audit du cœur artificiel. Et si tu trouves un problème, bah, l'impact, c'est la mort du patient. Alors, on n'a pas fait les tests sur quelque chose qui avait été implanté, mais c'était la même chose. Et donc, la responsabilité de la personne qui fait cet audit, par exemple, bah, c'est pas de louper quelque chose quand même. Parce que dans les objets connectés de santé, il y a des règles et des réglementations internationales qui font qu'une fois qu'il a été validé d'un côté santé, vous ne pouvez plus le patcher, donc plus amener une correction. Parce qu'il faut que ça marche à coup sûr, un cœur. Je peux comprendre. Mais on ne peut pas le modifier. Et donc, on a quelques procédures un peu bloquantes comme ça. Et donc, on est dans un domaine à la fois techniquement très intéressant, mais surtout un domaine qui gère en fait beaucoup d'autres domaines en fait. Et ce domaine technologique suit toutes les transformations qu'il y a actuellement dans le monde de l'informatique, dont celle-là qui s'appelle l'IA. Et l'IA, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même un des gros changements. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, dans le monde de cybersécurité ou de l'informatique, mais c'est un des gros changements qui va influencer notre métier. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui étaient dans le constat, les vieux ingénieurs en cybersécurité comme moi, qui faisaient que des constats, ils sont face à un outil informatique qui va aller plus vite qu'eux pour faire des constats et qui va être moins cher. Là, je reprends ma casquette de chef d'entreprise. Vous avez donc un outil qui est plus efficace pour faire de l'offensif ou des constats de cybersécurité et qui coûte moins cher. Notre métier va se transformer. La filière va se transformer. Et l'orientation que nous, on a prise, c'est justement d'essayer de maîtriser un peu ces changements au niveau de l'IA et du quantique pour intégrer ce que c'est que le métier de la cybersécurité quand vos enfants ou quand les étudiants qui sont ici vont sortir. Je vais citer un exemple sur l'IA. En octobre dernier, le projet Artemis, donc des chercheurs de Stanford, des gens sérieux, c'est pas que des ingénieurs, d'accord, c'est des chercheurs. Ils ont sorti le projet, le framework, donc un projet informatique Artemis, qui consistait à orchestrer des agents IA pour faire le boulot de gens qui étaient censés trouver les vulnérabilités, ce qu'on appelle les pen testers dans notre jargon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, des auditeurs, des pen testers ? Eh bien, ils ont créé un framework d'IA de pen testers numérique qui coûte 17 $ de l'heure, alors qu'un pen tester humain coûte 70 $ de l'heure. Et comme c'est des chercheurs, ils ont voulu voir s'il était efficace. Comment ils ont testé ça, ces chercheurs-là ? Ils ont mis en concurrence sur un test d'intrusion réel une dizaine de pentesters humains très capés, avec toutes les bonnes certifications offensives qu'on appelle OSCP dans le métier, et ils ont lancé en parallèle les humains et leur framework. Un seul humain est arrivé à être plus rapide et à trouver un truc de plus que l'ensemble des outils automatisés. Cet été, j'étais... Pardon ? C'était un bon, oui, mais peut-être qu'il a eu du bol. C'est ça le pire. Lui, il était bon, mais il y en avait un. D'accord ? Donc notre métier est en train de se transformer à cause de ces outils-là. Et donc, trouver et comprendre comment fonctionnent ces outils, voire les créer quand on est un ingénieur en informatique, c'est une transformation, une orientation du métier que nous, on a clairement prise. Dans mon labo sur les télécoms quantiques, je n'ai aucune personne. Je travaille qu'avec des IA. Parce que ça me permet d'aller plus vite. Parce que j'ai de l'expérience, etc. Et donc, ça me permet d'aller plus vite. Donc, on a préféré intégrer cette nouvelle transformation du métier parce que c'est ce que je vois, moi, quand je suis à l'étranger dans les conférences offensives. Au mois d'août, j'étais à Las Vegas. Ouais, le métier est cool.
où je faisais une présentation sur les télécoms quantiques, mais à côté de moi, j'avais le stand de la DARPA. Donc la DARPA, c'est la Direction générale de l'armement des États-Unis, on va dire. Et ils avaient un grand concours avec d'autres agents IA offensifs, mais qui en plus corrigeaient les failles. Le gagnant du concours a empoché 7 millions de dollars, et ça a marché. Donc ils ont lancé des outils automatisés sur une base de code de plusieurs millions de lignes de code, des projets open source, et l'agent a trouvé tout seul des vulnérabilités qualifiées et les a corrigées. Si on rentre dans l'informatique à l'heure actuelle, il faut prendre ça en compte, à mon avis, pour savoir où on va. C'est ce qu'on a fait avec notre orientation sur BuildSec. Alors comment on fait ça? Ah non, c'est pas la bonne. Si? Ce que je viens d'expliquer là, c'est qu'en fait, on est passé du mode du pentester artisanal à qui est long, coûteux, etc., à ce qu'on veut faire, nous, c'est des ingénieurs qui vont pratiquer la sécurité by design et qui savent construire les infrastructures pour résister aux menaces du moment, qui sont les agents IA automatisés ou l'ordinateur quantique qui va casser tous les codes de votre carte bleue. Donc on prend ça en compte dans le cadre de notre formation. Parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut offrir une formation où l'employabilité va être garantie. Ce qu'on leur apprend, ce n'est pas forcément et que de la technique, c'est de savoir soulever le capot d'une machine qu'ils ne connaissent pas, faire le tour du propriétaire, trouver les vulnérabilités et proposer les solutions. Et à partir du moment où ils ont cette méthode, ben, ils feront comme moi. Un jour, ils auront des cheveux gris, moi j'en ai moins. Ils sont gris, mais on ne les voit pas trop. Et ils pourront travailler, monter une carrière complète en fait, mais en suivant l'évolution technologique qui fait que, juste pour votre information, ce que je suis en train de vous dire sur l'IA là, il y a 6 mois, ça n'existait pas. Quand on est ingénieur dans la technique et que la technique bouge aussi vite, à un moment donné, il vaut mieux avoir 2-3 méthodes pour s'en sortir, parce que sinon ça va être très difficile de suivre la vitesse à laquelle ça change. Notamment pour ceux qui font de la cybersécurité, parce que je vois 3 étudiants là-bas. Donc la réponse pédagogique qu'on a, nous, face à ça, c'est on apprend en faisant. Moi, je vais récupérer les étudiants, la majeure va récupérer les étudiants, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intervenants, vont récupérer les étudiants après sup, spé et une année d'ingénieur. Le 1, c'est ça ? Ça veut dire qu'ils vont avoir bouffé, pardonnez-moi de l'expression, beaucoup de maths, beaucoup de physique, un peu de physique, beaucoup de théorie informatique, beaucoup de connaissances dans les langages, beaucoup de pratiques informatiques en développement. Et donc maintenant, je considère que quand ils rentrent chez nous, maintenant, il va falloir appliquer tout ça à la cybersécurité. Et donc on est dans un mode uniquement learning by doing. Donc en fait, tous nos intervenants, c'est quasiment que des professionnels. Donc il y a des gens qui travaillent à l'ANSSI. Vous connaissez l'ANSSI ou pas? L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc c'est l'autorité de régulation en France pour l'informatique civile. Et donc chez nous, quand ils ont vu notre programme, ils ont dit « Ah, ça nous intéresse ». Ils nous ont envoyé, enfin on a été chercher, mais ils ont accepté de venir travailler en tant qu'intervenants au sein de la majeure. On a des gens de chez Orange Cyberdéfense. Moi je m'occupe du cours du suivi des menaces. Et on a 80% ce sont des professionnels et les 20 autres % ce sont des chercheurs qui travaillent dans le monde du quantique. C'est un peu ça l'orientation que nous avons. Alors pourquoi on a fait ça à Rennes? Parce que Rennes, c'est une plaque importante en cybersécurité. Ça, je pense que vous le savez. Qui est de Rennes, là? Tout le monde? Non? D'où vous êtes? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Il ne faut pas le dire trop fort tout le temps, mais c'est pareil. Donc, Rennes est un endroit où la cybersécurité est quand même très très développée. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de gens en cybersécurité. Moi-même, en fait, Yann Alain, on peut penser que c'est breton. Je suis né en Seine-et-Marne, donc je suis venu ici avec ma société parce que le pôle cybersécurité se créait. Et donc, on a une activité
Et un écosystème qui nous permet de travailler avec des gens qui ont des besoins et qui donc emploient les jeunes pour qui rentrent un peu dans notre formation, quoi. Le learning by doing qu'on essaye de mettre en place, on le fait sous la forme d'un projet, c'est un des modules d'enseignement qu'on a appelé Epitacorp. En fait, on met les étudiants en situation réelle. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours un peu long parce que je suis vieux, et donc j'ai rencontré beaucoup de scénarios opérationnels qu'on trouve dans les entreprises. Et là, on ne parle plus de théorie. Donc, ce qu'on va demander aux étudiants en début de ce projet Epitacorp, c'est de monter une infrastructure informatique, from scratch. Et quand je dis monter, les serveurs sont à l'heure actuelle à la cave. Donc ils vont aller chercher les serveurs, ils vont les monter dans les racks, et je veux qu'ils comprennent absolument ce que c'est que la matérialité de l'outil informatique. Parce que le cloud, derrière, c'est des serveurs, de l'électricité, des choses qui font du bruit, etc. Donc ils vont commencer par monter une première infrastructure d'une PME, et ensuite je vais leur jouer tout le scénario de la vie d'un système informatique. Donc le premier scénario qu'on va, une fois qu'ils l'auront monté, sécurisé, je vais jouer le rôle d'un client important pour cette PME, et je vais dire, moi, je veux la certitude que votre SI est suffisamment sécurisé pour que mes données aillent chez vous. Parce que ce sont des cas qu'on rencontre et des scénarios qu'on a dans la vraie vie quand on est ingénieur en cybersécurité. Ils vont donc se débrouiller pour sécuriser, comme ils pensent savoir, pouvoir le faire, leur infrastructure qu'ils auront eux-mêmes montée. Et ensuite, on fera des audits pour voir si le boulot est bien fait. Et donc, il y aura un échange comme ça pour monter le niveau de sécurité petit à petit. Et dans la vie d'une entreprise, dans une PME, à un moment donné, il y a un rachat. Et là, il faut s'habituer à discuter avec une autre DSI ou des autres ingénieurs sécurité qui ont une autre façon de faire pour sécuriser leur SI et faire en sorte que les deux fusionnent pour être sécurisés au même niveau. Eh bien, on va les confronter aussi à ça. J'en dis pas trop parce que je suis filmé et que j'ai quelques étudiants, mais peut-être qu'un matin, ils vont se lever et on va déclencher une crise PCA. Plan de continuité d'activité. Il n'y a plus d'électricité. Comment on fait ? Est-ce que c'était prévu dans votre politique de sécurité d'assurer la continuité d'activité de la PME qui vient de se faire acheter par le grand groupe ? Oui, il va falloir pédaler, messieurs. Mais on fera des exercices comme ça. Donc vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses. Et il y en a une sur laquelle on insiste, c'est que ce projet de migration post-quantique, là, je vais en parler maintenant. Une autre des transitions que nous avons dans notre métier, c'est, vous avez déjà entendu parler des ordinateurs quantiques ? Je suppose qu'on vous a fait passer le message, ou vous avez compris le message qui était un ordinateur quantique permet de casser beaucoup de choses dans ce qu'on appelle le chiffrement, les cartes bleues, les choses comme ça ou pas ? Bon, c'est ce qui fait peur à tout le monde, parce qu'il est vrai qu'un ordinateur quantique très très gros, très performant, que pour l'instant personne n'a, pourrait casser les codes qu'il y a dans nos iPhones, les cartes bleues, et en fait toute la fondation de protection de nos données est morte. Il y a des réglementations qui arrivent en ce moment pour changer tous nos anciens algorithmes avec des nouveaux algorithmes qu'on appelle pompeusement post-quantiques. Donc des algorithmes mathématiques qui ne peuvent pas, qu'un ordinateur quantique ne peut pas casser. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les entreprises, il faut changer tous les outils de chiffrement. Dans tous les téléphones, il faut le faire. Dans toutes les cartes bleues. Il va y avoir du boulot pour 15 ans. Et donc l'ANSSI, qui maintenant impose cette migration, était très contente de trouver une école où on s'était lancé là-dedans. Et donc il y a un gros projet qui est d'appréhender cette migration post-quantique et de la menace quantique, parce que c'est un autre fait transformateur de notre métier. Pour vous citer un exemple, moi quand j'étais au groupe Accor, donc le groupe Accor c'est des hôtels, il y a 4000 hôtels dans le monde. Quand vous êtes dans un hôtel, en fait, ce qui vous identifie en tant que client, c'est votre numéro de carte bleue. Je ne sais pas si vous le saviez.
Bon, en gros, c'est votre numéro de carte bleue, ça traîne partout. D'accord ? Il y a une réglementation qui est sortie en disant il faut qu'on change la manière de sécuriser nos cartes bleues parce que beaucoup de sites s'étaient fait un peu pirater leurs cartes et donc ils ont augmenté le niveau de sécurité. D'un point de vue contractuel et réglementaire, les banques ont dit on arrête de jouer, maintenant vous êtes obligés de faire comme ça. Ça veut dire que pour un groupe du CAC 40 par exemple qui a 160 000 employés, qui manipulent tous quasiment des numéros de carte bleue, il faut mettre des mesures de sécurité draconiennes et changer beaucoup de codes informatiques dans 4000 hôtels dans le monde. Ça nous a pris 10 ans. 10 ans. La migration post-quantique, c'est pareil, x2. Donc, ne pas savoir faire ça quand on travaille dans la cybersécurité, ça peut être gênant. Et donc, nous, on a pris le pari d'y aller avant même que la réglementation soit là, parce que je sentais bien que c'est par là qu'il fallait aller. Et l'ANSSI a dit, on vient chez vous parce que vous faites ça. Et les gens qui vont faire ces cours-là, c'est des intervenants, et pour le coup, c'est des chercheurs, là. Donc, c'est les chercheurs du laboratoire de l'EPITA. Il y a des académiques en interne qui sont des spécialistes de ça, qui ont créé les algorithmes et qui viennent donner des cours à nos intervenants. Petit exemple de programme ou de module qu'on enseigne. On va voir déjà, on est des ingénieurs en informatique, donc on va essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous le capot en essayant de comprendre ce que c'est qu'une architecture. Et donc, nos intervenants, pour ce cours-là, nous avons des intervenants qui travaillent, il y en a un aussi qui travaille dans le monde hôtelier, là, qui va venir faire les premiers cours sur les architectures modernes, des gens de chez Orange Cyberdéfense, notamment sur la partie réseau, qui va expliquer comment fonctionne un SI à l'heure d'aujourd'hui, un système d'information à l'heure d'aujourd'hui. Et nous avons différents modules avec une orientation qu'on appelle DevOps, parce que maintenant, quand on est face à un système d'information, on est face à un système d'information où un ingénieur cybersécurité peut prendre la décision pour 30 000 serveurs. Une décision de sécurité qui engendre un changement de paramètre sur 30 000 serveurs, vous n'allez pas vous balader sur les 30 000 serveurs avec votre clé USB. Donc on est obligé de passer par des phases de programmation et d'automatisation qu'on appelle SecDevOps. Et donc ils vont, pardonnez-moi l'expression, bouffer pas mal de SecDevOps. Parce que c'est la nouvelle façon quasiment obligatoire qu'on a de traiter. Si vous travaillez chez Google, là les serveurs ça se compte en millions. On est obligé de faire ça. Ça c'est un programme qui fait votre boulot, hein, c'est pas vous. Ça c'est sur la première année. La deuxième année, on va rentrer dans les choses très sérieuses parce que c'est là où on va parler des menaces beaucoup plus émergentes comme les sécurités dans le monde de l'IA ou l'IA pour faire de la sécurité, parce qu'on aura les deux orientations, c'est-à-dire savoir quelles sont les faiblesses dans un pipeline IA, comment est-ce qu'on attaque ChatGPT et comment on le sécurise. Ou comment on ne le sécurise pas pour lui faire dire ce qu'on a envie qu'il dise. C'est des choses que quelqu'un qui travaille chez Orange Cyberdéfense fera avec nos étudiants. La crypto post-quantique, c'est des chercheurs de tout premier plan mondiaux, quand même, qui sont balèzes. Ils ont créé les algorithmes, en fait, hein, notamment un. Et donc, du coup, nos étudiants seront en position de comprendre ce grand chantier de migration qui va les impacter directement dans n'importe quel métier quand ils voudront faire de la cybersécurité. Et notre projet Pitacorp, où là, vous avez bien compris qu'ils mettaient les mains dans le cambouis. Donc c'est des ingénieurs, mais des ingénieurs qui sont capables d'ouvrir le capot. Je repars sur cette menace quantique. Ils ont quand même du bol, nos étudiants, parce qu'ils arrivent dans un environnement qui va complètement être transformé. Parce qu'en ce moment, avant, ça ronronnait un peu la cyber. C'est un peu toujours la même chose. Les règles, honnêtement, elles n'ont pas changé depuis les années 2000. Donc les principes de sécurité, c'est les mêmes. Là, avec l'IA et le quantique, on est en train de rebattre les choses. Et donc, ils arrivent dans un domaine, dans une filière qui est en train de découvrir tout un tas de nouveaux trucs. Et c'est là où
passage par le monde ingénieur, processus d'ingénieur est important parce que comprendre comment fonctionne un ordinateur quantique, si vous n'avez pas fait de physique ou de maths, c'est possible, mais c'est moins... Il vaut mieux avoir 2-3 bases quand même. Et donc le processus de formation en passant par SUP, enfin l'entrée après bac, permet justement d'être dans la possibilité de comprendre beaucoup plus sérieusement ce genre de menaces. Et donc, encore une fois, je pense qu'ils ont de la chance parce que tout est en train de se transformer. Et je pense que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans n'importe quel domaine au niveau de la cybersécurité en ce moment. Donc vous l'aurez compris, notre approche, c'est de passer du monde traditionnel qui était celui de la cybersécurité que j'appelle constatative. Je fais un rapport avec des carrés rouges en disant c'est pas bien, à des ingénieurs qui sont capables de construire de manière assez efficace, by design, un niveau de sécurité qui va rester dans le temps en prenant en compte les menaces qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont la menace AI par exemple, ou la menace liée aux télécoms quantiques, enfin, aux ordinateurs quantiques. Ça, c'est notre orientation. On va essayer de leur donner les informations pour avoir une employabilité sur leur carrière, quoi. Pas juste pour les trucs qui vont servir dans 6 mois et après on va tous jeter. On essaye de faire ça. Bon, pourquoi l'EPITA, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu convaincu. C'est une école avec un vrai diplôme d'ingénieur, au sens validé par une accréditation comme la CTI. Ce n'est pas négligeable quand vous allez discuter salaire avec vos futurs patrons. Moi, je vous ai dit pourquoi je travaillais ici, c'est parce que j'ai vu ce que donnait la pédagogie de l'EPITA quand j'étais chef d'entreprise. Et donc, du coup, je sais que c'est sérieux. Ce n'est pas la seule école sérieuse sur Rennes, hein, d'accord ? Donc, faites votre choix, j'allais dire. Mais je pense que c'est une très, très bonne école d'ingénieur en informatique avec une coloration possible. D'accord ? Encore une fois, moi je suis responsable d'une des majeures qui est la cybersécurité, mais si vos enfants ou vous-même, vous voulez faire de l'IA et ou du quantique, vous avez des spécialités qui vont faire 2 semestres d'études là-dessus. C'est à vous de choisir. Je n'interviens pas sur le processus moi, de sélection. Je récupère tous ceux qui veulent bien venir. Alors j'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous avez peut-être beaucoup de questions sur ce domaine, sur l'école, etc. Je vais répondre plus facilement sur le domaine que l'école, mais mes camarades ici présents vont m'aider sur la partie école. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, oui. Vas-y, au fond.